Donc, c'est un problème qui nous a été posé par deux physiciens qui sont mentionnés ici, Isaac Turcoff et Cécile Cotin-Bison, qui sont de l'Institut Lumière-Matière, et qui travaillent, je vais vous montrer juste après des images, qui travaillent sur des suspensions de colloïdes autopropulsés. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, c'est un travail qu'on a fait dans le cadre de la thèse de Xiaofang Wang. C'est une petite partie de sa thèse, qui est sinon autrement consacrée essentiellement à des techniques de segmentation par graphe. Et sur les aspects, justement, donc il y a des aspects segmentation et des aspects tracking par des méthodes de flow dans des graphes. Et on a travaillé pour ça avec Boyan Gao. Et voilà, ils sont tous les deux, ils avaient tous les deux bénéficié d'un financement obtenu grâce à Li Mingchen. Alors, donc moi je suis à l'Institut Camille Jordan. Et le problème que se posent les physiciens, c'est en fait un problème général qu'ils vont ensuite particulariser aux colloïdes autopropulsés. Ce problème général, c'est de comprendre les phénomènes de mouvement collectif que vous connaissez bien, les troupeaux de moutons, les nuées d'oiseaux, les bancs de poissons, certaines bactéries, certaines cellules. Ça, c'est dans des contextes de systèmes vivants. Et puis, il y a les contextes artificiels que je vais vous montrer juste après. Donc, c'est très caractéristique, par exemple, des nuées d'oiseaux. Vous avez un mouvement collectif et puis de temps en temps, quelques oiseaux qui s'en échappent et puis qui reviennent. Alors, l'objectif des physiciens, l'objectif général, c'est d'essayer de comprendre, justement, dans tous ces systèmes-là, est-ce qu'il y a des lois qui sont communes? Donc, quelle est la part de lois communes et quelle est la part de lois qui sont particulières au système examiné? Donc là, voilà, sur ces deux images, vous avez des phénomènes de regroupement de moutons. Alors, ces deux images, je les ai récupérées sur un article de... il y a une équipe à Toulouse autour de... Ah, mince, son nom m'échappe. Non, dans un groupe de mathématiciens, je vais retrouver son nom, qui justement étudie ça. Ils essayent de modéliser à l'aide d'équations ad hoc ce genre de phénomène, et on appelle ça des mouvements de Boyd. Je vais retrouver son nom tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je l'oublie. Bon. Alors, je vais vous montrer tout de suite un exemple. Voilà, donc les images qu'ils nous avaient données n'étaient pas très simples à traiter. Donc vous avez ce genre de choses. Alors de quoi s'agit-il? Ils s'intéressent à, pour cette expérience-là, il y en a d'autres qu'ils ont fait plus récemment où les images sont meilleures, mais pour cette série d'expériences, vous avez des petites billes qui sont des billes d'argent. Pardon, sur cette expérience-là, ce sont des billes d'or. Et ces billes d'or, vous les recouvrez à moitié de platine. Vous plongez les billes dans un bain d'eau oxygénée, il y a une réaction de catalyse, et cette réaction de catalyse se fait au niveau de la demi-sphère de platine, et la réaction de catalyse fait qu'il y a un mouvement d'autopropulsion, comme un moteur. Et ce qui intéresse justement les physiciens, c'est l'apparition... Alors, là, quand vous regardez les mouvements individuels de ces colloïdes, vous voyez que le mouvement il est à peu près brownien quand il n'y a pas de rencontre. Brownien de deux façons, brownien en translation et brownien en rotation. Voilà, tout se passe bien, c'est classique. Et puis évidemment, dans des suspensions denses, il y a forcément des contacts et il y a des clusters qui se forment. Et le but des physiciens, c'est de comprendre les lois qui régissent ces clusters. Alors, il y a des petits phénomènes de lagging, mais ce n'est pas dans la vidéo, c'est juste l'affichage qui fait ça. Alors, vous voyez, il y a des clusters de différentes tailles. J'ai vu un pointeur là tout à l'heure. Vous voyez, vous avez un petit cluster ici, là aussi, qui tourne sur lui-même. Donc, vous avez des colloïdes qui restent attachés l'un à l'autre. Et puis, parfois, il y a un colloïde qui s'approche d'un cluster, qui reste dessus, puis après, il va s'en détacher. Et ils aimeraient bien comprendre ça, ils aimeraient bien comprendre la taille caractéristique des clusters. Bon, pour l'instant, c'est des travaux qui ont commencé il y a 3-4 ans déjà, un petit peu plus, et ils continuent à travailler dessus. Je les ai vus la semaine dernière. Ils ont des expériences qui sont beaucoup plus belles, avec des images avec une bien meilleure résolution temporelle, avec une... Là, vous ne voyez pas tellement sur l'écran, vous avez l'impression que le fond est un noir homogène. Ce n'est pas le cas du tout. Il y a des inhomogénéités d'illumination qui sont terribles, et qui complique le problème qui est double. Il va être de segmenter ces colloïdes individuellement et d'arriver à les suivre. Alors la difficulté de la segmentation, elle est liée au fait que vous avez des tout petits objets dans un fond qui se baladent avec des conditions d'illumination qui ne sont pas homogènes. Ça, c'est la première problématique. Et puis la deuxième problématique est celle du suivi. C'est que quand vous voulez suivre des piétons, vous pouvez vous appuyer sur les mouvements.
Ça va vous permettre éventuellement de caractériser sur la forme générale, sur les différences en termes de features, de caractéristiques. Là, par contre, un colloïde et un autre colloïde, c'est à peu près pareil. Et dans les expériences les plus récentes, mais ça ne marche pas pour tous les systèmes qu'ils ont, je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont une très bonne qualité d'illumination, une très bonne résolution temporelle. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous mettez une petite gaussienne un peu partout, vous détectez là où votre gaussienne prend des maxima locaux, ça vous permet de détecter les colloïdes. Et puis ensuite, la résolution temporelle est très bonne, ce qui fait que d'une image à l'autre, le colloïde va à peine se déplacer. Donc une simple, voilà, ou simplement par différence quadratique, vous allez trouver, vous faites le tracking, là ça marche très très bien. Ici, rien de tel, parce que les mouvements peuvent être assez importants, et que quand vous avez, alors des colloïdes isolés, c'est pas trop gênant, mais quand vous avez des colloïdes qui sont très proches les uns des autres, là, le problème, c'est que la résolution temporelle étant mauvaise, il y a des problèmes de croisement de trajectoire qui sont difficiles à identifier. Voilà, alors... c'est ça. Donc ça, c'était l'exemple. Donc notre approche, elle est synthétisée ici, elle est assez naïve, hein, c'est pas... Voilà, alors... Voilà une image donnée. Pour chaque image, vous pouvez faire une segmentation. Alors, c'est une généralisation, je vais en parler juste après, de la méthode de Chan et Vézé qui a été évoquée dans différents exposés. Là, c'est une énergie un petit peu plus compliquée qui permet justement de tenir compte de ces changements d'illumination dans l'image. Alors, quand vous faites cette segmentation, qui est une segmentation binaire, vous allez dire votre image se décompose essentiellement en deux régions, alors pas des régions connexes, hein, deux régions, il y a l'intérieur et l'extérieur, et puis idéalement l'intérieur ce sont des colloïdes. Le problème, c'est que comme vous avez des groupements de colloïdes, vous voyez qu'il y a des paquets que vous récupérez. Vous ne récupérez pas ici les colloïdes individuellement. Logiquement, on pourrait se dire, mais les colloïdes sont tous des sphères. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que ce sont donc des billes d'or à moitié recouvertes de platine, donc elles sont lourdes. Donc du coup, la gravité fait qu'elles sont tout au fond de votre bocal d'observation. Et donc c'est essentiellement des mouvements 2D qu'on observe. Donc il y a quelque chose qui est important, contrairement au problème de tracking qui se pose souvent, c'est qu'il n'y a pas de phénomène d'occultation là. Tout est 2D, ce qui simplifie beaucoup les choses évidemment. Vous pourriez vous dire, les colloïdes c'est que des sphères, alors on n'a qu'à utiliser la transformée de Hopf circulaire. Vous connaissez certainement la transformée de Hopf qui permet de détecter les lignes. La transformée de Hopf circulaire, si vous ne la connaissez pas, c'est exactement le même principe. Vous allez chercher où sont les cercles dans l'image. Et puis vous allez les trouver plus ou moins. C'est-à-dire que comme justement, il y a pas mal de variations de luminosité, il y en a un certain nombre que vous manquez. Vous voyez ici, là, vous en récupérez seulement quelques-uns. Donc l'idée un peu bête qu'on a eue, c'est de dire on va essayer de combiner cette méthode-là en faisant une première segmentation, et puis une fois qu'on a une idée un petit peu plus affinée de l'endroit où se trouvent les colloïdes, on cherche à détecter des cercles, et ça marche relativement bien. Bien, alors ensuite, voilà une représentation schématique de chaque frame, donc de chaque image de votre séquence. Les points qui sont là représentent des colloïdes. Voilà les colloïdes dans la séquence, dans la frame suivante, et puis vous voulez trouver les trajectoires. Alors, vous ne pouvez pas raisonner uniquement 2 par 2, parce que ce que vous voulez faire, c'est trouver des trajectoires sur des longues périodes. Donc, ce qu'on va faire, c'est générer un graphe. Ce graphe, il va être assez simple, puisque les nœuds du graphe, ce sont les colloïdes que vous avez détectés à l'étape de segmentation. Je vais revenir après dans le détail des différentes étapes, hein. C'est juste une présentation schématique là. Donc vous détectez vos colloïdes, vous dites que chaque colloïde est le nœud d'un graphe, vous allez dire que voici un colloïde dans la frame n, vous regardez la frame n plus 1, vous dites que les voisins potentiels, ce sont tous les colloïdes qui sont dans un cercle de rayons fixés, centrés sur le premier colloïde. Donc là, voilà. Et puis, donc vous allez définir des arêtes sur votre graphe avec tous ces voisins-là potentiels. Et puis après, dans le graphe que vous avez constitué, qui est un graphe naturellement orienté par le temps, vous allez chercher à trouver les trajectoires qui vont minimiser une énergie qui sera simplement le coût de passage de l'un à l'autre. Alors, une chose importante aussi, c'est que, je vous l'ai dit, l'objectif des physiciens,
c'est d'essayer de trouver les lois physiques qui régissent ces mouvements-là. Donc clairement, vous ne devez pas imposer a priori d'hypothèse sur le mouvement. Ce qu'on aurait pu se dire, c'est mais la plupart du temps, le mouvement il est quand même essentiellement rectiligne, donc je pourrais naturellement chercher à imposer une régularité à mes déplacements. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que dès que vous avez des rencontres, ça change complètement. Dès que vous avez des phénomènes de clustering, ça change complètement. Donc la seule hypothèse qu'on prend, c'est que le mouvement est suffisamment lent pour que quand je regarde dans un cercle autour de mon colloïde, son prochain, enfin le même colloïde à l'étape suivante, il doit être dans ce cercle quelque part. Par contre, je n'impose pas une régularité du mouvement. Donc du coup, ça simplifie, puisque voilà. Non seulement c'est logique physiquement, et en plus c'est plus simple, donc on est content. Voilà. Alors une fois que vous avez construit votre graphe, il y a 3 étapes de raffinement, c'est bien, de raffinement du graphe qui sont ici. Et une fois que ces étapes sont faites, je vais en parler un petit peu plus tard, c'est des raffinements heuristiques, on a vu que ça a amélioré un peu, mais bon. Vous allez chercher à envoyer, donc c'est les techniques de max flow, min cost, pardon. Vous allez envoyer un flow dans votre graphe et vous allez chercher à trouver comment doit circuler le flow pour minimiser un coût lié évidemment au coût de chacune des trajectoires. Ça c'est très classique, ça marche pas trop mal, je vais vous montrer les résultats après. Alors, 2 choses, pourquoi est-ce que la segmentation est délicate? Je l'ai dit, l'illumination dans l'image n'est absolument pas uniforme, mais vraiment pas uniforme. Les différents colloïdes n'ont pas la même intensité, donc vous ne pouvez pas considérer qu'ils seront constants en intensité partout, ce n'est pas le cas. Et même si vous prenez un seul colloïde, à l'intérieur du colloïde, vous n'avez pas forcément une intensité constante. Je l'ai dit, vous avez des systèmes expérimentaux beaucoup plus récents qui sont plus proches de ces conditions-là, mais ce que me montraient les physiciens, c'est qu'il y a encore certaines suspensions colloïdales où ils n'arrivent pas à avoir des bonnes conditions expérimentales. Et puis par ailleurs, ils s'intéressent aussi à des mouvements de bactéries pour lesquels on est plus proche de ce que je décris là, plutôt que des conditions expérimentales idéales auxquelles on peut aspirer. Pourquoi est-ce que le suivi est délicat? Je l'ai dit, tous les colloïdes se ressemblent. Le mouvement peut être assez rapide. Ça aussi, hein, j'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez des colloïdes qui se déplacent un tout petit peu, c'est très facile de les apparier. Si vous avez des mouvements plus rapides, c'est plus délicat. On ne peut pas utiliser d'hypothèse de régularité, mais le mouvement est 2D. Bon, tout ça, je l'ai dit, donc je passe. Alors, je voudrais revenir brièvement sur un modèle qui a déjà été évoqué ce matin plusieurs fois, c'est le modèle de Chanvezé. Alors, en réalité, c'est ce qu'on appelle le modèle binaire de Mumford-Shah, c'est-à-dire que vous considérez, ça c'est le modèle où vous supposez que l'illumination est à peu près uniforme dans votre image. Donc vous êtes en train de dire, je veux segmenter en 2 régions, la frontière forme un contour qui est C. Et vous êtes en train de dire qu'à l'intérieur du domaine délimité par C, alors C, ça peut être plusieurs morceaux de courbes fermés, hein, ce n'est pas forcément une seule courbe. À l'intérieur du domaine délimité par C, vous voulez que, en gros, votre intensité ressemble à une constante A1, et à l'extérieur, vous voulez que votre intensité, en gros, ressemble à une constante A2. Et puis dans cette énergie, pour que la minimisation soit à peu près bien posée, vous rajoutez un terme, comme ça a été évoqué, qui est le terme de longueur de votre bord. Alors ça, c'est le modèle binaire de Mumford-Shah. Le modèle complet de Mumford-Shah est un petit peu plus compliqué. Et ce qu'ont fait Chanvezé, c'est qu'ils ont proposé une approximation de ce modèle-là par une technique level 7. Ça a été mentionné, je vais revenir là-dessus juste après. Donc en 2008, il y a eu un travail que vous connaissez certainement de Lee et collaborateurs qui ont proposé une extension pour tenir compte justement des variations locales de l'intensité. Alors, cette formule a l'air compliquée, en fait elle ne l'est pas. Regardez, dans le modèle de Mumford-Shah binaire, vous avez des constantes ici. Vous allez supposer maintenant que dans une région, vous n'avez plus forcément une constante, mais vous avez quelque chose qui peut changer. Cette chose qui peut changer, c'est une fonction f1 et f2. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que la fonction f1, elle doit localement ressembler à la moyenne de l'intensité dans un petit voisinage. Et ça, c'est caractérisé par ce noyau gaussien. Donc le noyau gaussien vous permet de regarder dans un petit voisinage et vous êtes en train de dire que cette fonction-là au point x, elle ressemble en gros à la moyenne de l'intensité dans un petit voisinage. C'est vrai dans la première région, c'est vrai dans la deuxième région. Et donc vous allez minimiser à la fois sur C et
sur les fonctions f1 et f2, au lieu de minimiser sur c et sur des valeurs réelles, a1 et a2. C'est une extension qui est assez naturelle. Puis là, vous avez à nouveau le terme de régularisation qui tient compte de la longueur de la courbe C. Donc pourquoi est-ce que ce genre d'énergie se prête bien? C'est peut-être des choses que vous connaissez parfaitement, ça. Enfin, non, je pense que c'est... Non. Alors, quel est l'intérêt de ce genre d'énergie? Si vous voulez minimiser ça, c'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Parce que C, vous le mettez où? Vous pouvez vous donner un contour et puis chercher à faire évoluer localement le contour, mais à ce moment-là, vous êtes extrêmement contraint par le choix initial de votre contour. Il y a vraiment beaucoup de contraintes. Et puis, faire évoluer ce genre d'énergie, donc ça va vous donner des termes d'évolution par courbure moyenne. Comment vous faites? Est-ce que vous devez paramétrer votre contour pour le faire? Bon, ça, c'est encore à peu près gérable, mais il y a quand même ces termes à l'intérieur, à l'extérieur. C'est très compliqué. L'intérêt, justement, de l'approche par ensemble de niveaux, donc de l'approche level 7, c'est que vous allez considérer que votre contour C, c'est en réalité une ligne de niveau, donc une ligne où l'intensité est constante pour une fonction donnée. Une façon très simple de faire ça, c'est que vous considérez, vous prenez votre contour, et puis vous prenez la fonction distance signée. Donc la fonction distance, on sait faire. La fonction distance signée, c'est le même principe. Vous allez par exemple dire qu'elle est positive à l'extérieur, négative à l'intérieur. Et quand vous regardez les lignes de niveau de la fonction distance, c'est comme une carte topographique. Ce sont les lignes d'altitude constante. Eh bien, ces lignes, elles sont comme ça, etc. Voilà. Et là, l'avantage de cette formulation-là, où on utilise donc une fonction phi, par exemple celle-ci, c'est que du coup, vous allez faire évoluer toute la fonction phi et pas seulement la courbe C. Et comment vous reviendrez après à la courbe C? En observant que, avec cette définition-là, par exemple, C, qu'est-ce que c'est? Je l'ai écrit là. C, c'est simplement l'ensemble des points où la fonction distance à C s'annule. Donc vous faites évoluer la fonction level 7. Après, vous prenez la ligne de niveau 0, qui a bougé, mais d'une façon implicite, et vous avez gagné. Alors ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que regardez, comment est-ce qu'on reformule notre énergie? Alors vous vous rappelez qu'il y a un terme qui doit correspondre à ce qui se passe à l'intérieur, et un terme qui doit correspondre à ce qui se passe à l'extérieur. Comment on fait pour tenir compte de ça? Et on va prendre la fonction de Heaviside, qui vaut 0 ici et 1 là. Et puis je vais dire, si ma fonction level 7 est positive, alors je vais prendre le contraire, plus et moins. Si ma fonction level 7 est positive, c'est que je suis à l'intérieur, donc h de phi va prendre la valeur 1 ici et 0 là. Du coup, j'ai une caractérisation fonctionnelle très simple de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est à l'intérieur, en testant les valeurs. H de phi, si ça vaut 0, je suis à l'extérieur et ça ne compte pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur. Et si ça vaut 1, je suis à l'intérieur, ça compte. Et vous voyez la différence avec la fonctionnelle précédente, c'est que regardez, là, l'intégrale porte maintenant sur tout le domaine de l'image, ça ne dépend plus du contour. C'est la force de cette... Voilà, alors, bon. OK. Et autre force de cette formulation, c'est que votre terme de longueur de contour, maintenant, peut se ramener simplement à un terme qui caractérise les discontinuités de cette fonction-là. Et ça aussi, on sait bien minimiser ce genre de fonction. L'algorithme, il est là, il est très standard, c'est-à-dire que ça, pour ceux qui connaissent l'approximation de Chan et Vézé, c'est l'approximation standard de la fonction de Heaviside. Donc, au lieu de prendre 0, 1, vous prenez la fonction arctangente, et puis vous allez la contraindre à être un petit peu plus abrupte. Ça, c'est sa dérivée. Bon, je passe les détails. Ce qui est important, peut-être, c'est ça. C'est que du coup, ce que vous mettez à jour, ce n'est pas le contour. Ce que vous mettez à jour, c'est la fonction level 7, avec 3 termes. Un terme qui tient compte justement des fonctions que vous introduisez là, qui elles aussi évoluent au fur et à mesure. Vous avez ce terme-là qui tient compte de l'évolution du contour par le flot de courbure moyenne. Et ce terme-là, c'est un terme qu'ils ont rajouté, donc Lee et Acton, c'est ça? C'est Acton? Bon, j'ai la référence exacte. Donc ce terme a été rajouté pour forcer
le contour a resté gentil pour éviter justement la création de singularités. Bon, ça c'est un détail. OK. Alors une fois qu'on a fait cette évolution, donc dans l'idée, on est parti d'une configuration initiale quelconque, on a fait évoluer par cette méthode-là, et on arrive à quelque chose qui est censé bien représenter. On fait un seuillage. Alors notre seuillage, il va être assez... alors comment est-ce qu'on fait un seuillage? Soit on prend la ligne de niveau 0, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit on va dire on va seuiller de façon un petit peu plus astucieuse en disant, donc en utilisant la méthode d'au-dessous, vous la connaissez certainement, ça consiste à minimiser la variance à l'intérieur de chaque classe, vous séparez en deux classes. Voilà. Vous obtenez un objet grossier, et puis, donc c'est ce que j'avais mis ici, voilà, vous obtenez ça. Et là-dedans, dans ces zones-là, vous allez maintenant chercher, avec la transformée de œuf circulaire, vous allez chercher les cercles. Bon, voilà, rien de... Vous trouvez vos cercles, les centres des cercles sont les nœuds du graphe que vous allez maintenant utiliser pour faire le suivi. Donc je l'ai dit, les nœuds de graphe sont les colloïdes. Un colloïde à la position X est connecté à tous les colloïdes dans la trame suivante à la position, enfin, qui sont dans cette boule-là. Aucune hypothèse de régularité et le poids de l'arête entre deux nœuds est donné simplement par la distance quadratique normalisée. Et je l'ai dit, le graphe résultant est orienté par le temps, bien sûr. OK, alors ça j'ai rappelé, mais je ne sais pas si c'est très utile. En fait, c'est mieux de le décrire. Donc, ce principe de max flow min cost, c'est que maintenant vous avez donc plein de trajectoires possibles, puisqu'évidemment, je l'ai dit, un colloïde qui est là sur cette frame-là peut être connecté à tous les colloïdes qui vont se trouver dans une boule ici. Et donc vous avez plusieurs chemins possibles. Ça, c'est vrai pour un colloïde, c'est évidemment vrai pour tous les autres. Donc il y a une explosion combinatoire des possibilités. Donc trouver la solution optimale est un peu compliqué. Ce qu'on cherche à faire, c'est minimiser le coût global de parcours sur l'ensemble des trajectoires. Le coût global de parcours, il est donné par cette formule-là, qui consiste, comme je l'ai dit, à définir une source générale ici, un puits là, et à dire j'envoie de l'eau à partir de cette source, qui va se connecter. Alors l'eau se connecte au départ à tous les nœuds de la première trame, et après je cherche à répartir au mieux cette eau pour minimiser ce coût-là. Et ça se fait, c'est vraiment un problème très standard, ça se fait par exemple par l'algorithme des plus courts chemins successifs. Bon, ça marche, rien de particulier. Alors, il y a quand même deux petits détails. J'ai parlé tout à l'heure du raffinement que j'utilisais, ça c'est simplement pour régler localement certaines ambiguïtés, notamment vous avez fixé un rayon où vous examinez les colloïdes qui sont à l'intérieur. Il se peut, pour certains colloïdes totalement isolés, ou au contraire pour lesquels le mouvement a été trop rapide, qu'il n'y ait rien. Donc vous allez agrandir un petit peu pour ce colloïde-là de façon à créer quelque chose. Vous avez parfois des ambiguïtés où il y a clairement plusieurs colloïdes, donc plusieurs voisins ici, un seul voisin là très loin. Vous allez supprimer celui-là. Alors on ne le fait pas de façon complète, c'est-à-dire qu'on ne supprime pas toutes les ambiguïtés, ce qui permet de garder un aspect un peu stochastique à ça, et ce qui évite de trop contraindre le résultat final. Et enfin, quelque chose qui est important, c'est qu'a priori, votre méthode des plus courts chemins successifs vous donne le minimum global. La difficulté ici, vous l'avez vu dans les images, c'est que parfois il y a des détections qui ont raté parce que l'illumination est mauvaise, parce que, je ne sais pas, il y a eu un effet optique qui fait qu'on n'a plus vu le colloïde. Donc il y a certaines trajectoires qui s'interrompent et puis qui repartent à un autre endroit. Donc du coup, quand ça repart, vous n'êtes pas connecté à la source, donc il n'y a aucune chance que le flow passe. Et donc vous devez itérer pour tenir compte de cette situation-là. Donc il y a quelques itérations qu'on utilise. Ce qui fait que je ne peux pas vraiment parler de vrai minimum global sur l'ensemble des trajectoires possibles. Je peux parler de minimum global sur toutes les trajectoires qui sont au départ connectées à la source et à l'arrivée connectées au puits. Je vais vous montrer les résultats, après je vous parlerai de l'évaluation quantitative. 2 minutes. J'en ai pour 2 minutes. Alors, sur un exemple, c'est simple là, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de cluster. Ça ne marche pas trop mal, donc voilà. Là, ce qu'a fait Xiaofang, c'est qu'elle a donc fait la détection, fait le suivi, puis à chaque fois, elle a tracé des petites lignes polygonales. Alors, si vous prêtez attention, il y a quand même des bugs de temps en temps. Et vous voyez, il y a des mouvements qui sont assez rapides. Hein.
Oui, c'est un mouvement brownien, là où il n'y a pas de... Là où il n'y a pas de cluster. Et puis il y a des choses qu'on rate, je ne sais pas si vous avez vu, voilà, ça. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, il a été raté. Bon, ça arrive. Il y a parfois des échanges. Statistiquement, ça marche plutôt bien. Je ne dis pas que c'est 100% de réussite. Quand il y a des clusters, alors là, vous verriez mon écran, vous verriez mieux. Là, vous avez l'impression que tout est uniforme derrière, ce n'est pas le cas du tout. Là, vous voyez bien les erreurs, c'est que de temps en temps, il y a des choses qui apparaissent, mais ces colloïdes-là ne sont pas présents à toutes les frames. Donc c'est extrêmement difficile. En fait, il faudrait faire une détection en sautant certaines frames pour retrouver les trajectoires dans ce cas-là, parce que à cause de phénomènes optiques, ils ont été perdus ou je ne sais quoi. Ce que vous pouvez peut-être observer, c'est que vous voyez, les colloïdes les clusters sont bien suivis ici. Alors, il y a des petits bugs, hein. Ça je prétends absolument pas que ce soit parfait. Globalement, ça marche plutôt pas trop mal, et en tout cas, ça se prête bien à l'analyse statistique que veulent faire les physiciens. Donc, dans les 30 secondes qui me restent, donc Xiaofang a trouvé plusieurs amis qui ont gentiment accepté de prendre des sous-vidéos et de suivre à la main, enfin, c'est un boulot énorme. Voilà. Donc ils ont suivi à la main des colloïdes. Le but était de voir est-ce qu'on a une vérité terrain. Et bon, alors ils ont passé du temps pour faire ça, c'est admirable. Et Xiaofang a comparé à 3 méthodes. Alors, il y a énormément de méthodes pour le tracking, hein. Il y a des méthodes qui utilisent des champs markoviens, il y a plein de choses. Là, on a pris 2 méthodes plutôt simples. Je ne prétends pas que la méthode qu'on propose serait la meilleure de l'univers, pas du tout. C'est meilleur en tout cas que ces 2 méthodes-là, donc celle utilisant le filtre de Kalman et celle qui consiste à dire je prends une trajectoire, donc je choisis un colloïde et je vais minimiser pour ce colloïde-là la trajectoire. Non, je trouve la meilleure trajectoire, j'élimine, je recommence. Alors ça c'est itératif, évidemment, ce n'est pas du tout optimal parce qu'on n'a pas de minima globaux. Ce qui est important, donc, ce sont ces 2 chiffres, ce sont ces 2 colonnes-là. Alors vous avez MM qui caractérise le ratio entre le nombre de changements de colloïdes sur le nombre d'objets. Donc évidemment, plus vous avez d'échanges entre 2 colloïdes, plus ce nombre-là sera élevé, donc il faut qu'il soit bas. Et puis là, au contraire, celui-là, il faut qu'il soit haut, puisque vous prenez 1 moins. Alors, ça, c'est tout ce qui ne va pas. Ce que vous avez raté, les faux positifs, et puis les mismatchs, c'est-à-dire que vous croisez. Vous associez mal un colloïde à un autre. Et donc là, quand vous regardez, on est à plus de 90% quand même. Sur certaines vidéos, enfin même plus de 95% pour une vidéo, voilà. C'est pas 98,9 ou 99,5, mais c'est pas trop mal non plus. Et en tout cas, c'est suffisant pour l'analyse statistique que veulent faire les physiciens. Et surtout, ils étaient étonnés qu'on ait réussi à avoir ces résultats-là, étant donné les expériences qu'ils nous avaient données, parce que voilà, comme je l'ai dit, les conditions d'illumination étaient vraiment mauvaises. Merci. Ok, merci.